Bonjour à tous, cette semaine Tour d'Honneur vous emmène à Genève pour une émission spéciale consacrée à la 54e édition du concours hippique international ici à Palexpo. Beaucoup de choses au programme et on va tout de suite démarrer très fort avec la finale du top 10 et 3 Français au départ de cette épreuve. Dès la fin du premier tour, les chances de gagner de certains étaient déjà totalement derrière eux. Surtout pour deux cavaliers déjà crédités de 8 points, Marcus Henning sur Cornado et Kevin Stott sur Estoyaki de Muse HDC. J'étais parti sur un schéma de mettre l'embouchure traditionnelle pour le premier tour et de changer pour un haka-mort sur la seconde manche. Et je trouve qu'en ce moment, la jument réagit beaucoup mieux avec le haka-mort, qu'elle a du mal à sortir, à accepter son embouchure habituelle. Donc voilà, je t'explique un peu les deux fautes comme ça. Première manche, elle ne se servait pas trop de son corps. La gymnastique du triple, elle a eu du mal à le faire. Et puis après, j'ai mal négocié ma palanque en partant à l'extérieur. Deuxième manche, ça a été bien. Pour les deux autres Français, les scénarios étaient différents. Seule femme au départ, Pénélope Le Prévost faisait d'abord un très beau sans faute au premier tour sur Flora de Mariposa et était la dernière à partir sur la seconde manche. Mais là, après cette grosse faute sur le mur numéro 3, la Française allait commettre deux nouvelles fautes en fin de parcours pour terminer finalement 10e. Patrice Delaveau, quant à lui, pensera peut-être à 2014 comme à l'année du point de temps dépassé. Comme aux Jeux équestres mondiaux, il pouvait difficilement espérer gagner à Genève après le premier tour. Un peu de temps dépassé avant de faire un sans faute sur la seconde manche avec Lacrymoso HDC. Il ne restait plus qu'à attendre les scores des sans fautes du tour initial. Et comme Pénélope, Daniel Deusser et Steve Gerda allaient eux aussi commettre une faute. En revanche, un seul couple termine double sans faute et Scott Brash remporte donc sa première finale du top 10 Rolex IJRC sur Hello Sanctos, juste devant le vice-champion du monde. C'est l'épreuve que j'ai toujours rêvé de gagner, donc venir à Genève, cette arène incroyable et gagner, c'est... Oui, en fait, je me réjouis vraiment de cette victoire. Je voulais vraiment gagner cette épreuve. J'ai eu la chance que Scott ait fait un barrage très rapide, donc il obligeait les autres à galoper très vite, donc il prenait beaucoup de risques. Et puis la chance était un petit peu, d'un côté pas avec moi, mais de l'autre côté quand même un petit peu avec moi quand même pour finir deuxième avec un point de temps. C'est assez rare de finir deuxième dans ce genre d'épreuve avec un point de temps au premier tour. Le numéro 1 mondial depuis un an déjà devrait le rester encore un peu. Et attention à lui pour le reste du week-end, car l'Écossais a l'air en forme. Et à Genève cette année, il y avait aussi une nouveauté, un cross indoor. 18 concurrents étaient au départ, parmi eux beaucoup de Français, ambiance garantie. 18 obstacles de cross sur la piste de Palexpo, des hauteurs de 3 étoiles et environ 1800 mètres à parcourir dans un temps idéal de 118 secondes. Ici, il fallait donc gérer à la perfection pour l'emporter. Comme sur le cross outdoor, 0,4 points de pénalité par seconde de temps dépassé. Mais ici, il y a aussi des barres qui peuvent tomber et coûtent 4 points. Objectif donc, être sous le temps idéal, mais au plus proche de celui-ci. Une gestion pas évidente lorsque l'on part au début sans repère et pourtant Éric Vijanet, l'ouvreur avec Calin de Burgo, réalise 118 secondes 75 mais avec une barre c'est 4,40 à l'arrivée, très proche de la perfection. Derrière lui, en numéro 3, Eddy Sens et Nankin de la Hurie feront eux le tour parfait en 117 secondes et 70 centièmes. Le Français ne laisse donc que 30 centièmes aux autres pour le battre. Ce qui ne sera pas fait, mais il a eu chaud, car le Néerlandais Tim Lips termine lui en 117 secondes et 60 centièmes, et donc juste derrière. Et à ce petit jeu du cross indoor, les tricolores ont tiré leur épingle du jeu, puisque l'on retrouve Thomas Carlyle et Sirocco du Gers sur la 3e marche du podium, et Karim Florent Lagouac 4e sur Pégase du Tuc. Face à eux ici, de sérieux clients avec la championne du monde Sandra Hoffart qui termine 5e sur une selle française de 7 ans, Thalia Lamorial, ou encore son compatriote Dirk Schrade, mais aussi l'équipe néerlandaise surprenante aux derniers Jeux équestres mondiaux, avec comme représentante ici Hélène Penn ou encore Merel Blom, un peu moins chanceuse, tout comme Nicolas Touzin qui termine avec l'un des deux seuls refus de la soirée. Ici à Genève, c'est donc Eddy Sens qui remporte la première édition de ce cross indoor qui devrait être de nouveau au programme l'an prochain tant il a plu à tout le monde sur la piste et dans les gradins. Et je suis maintenant avec le vainqueur de ce cross indoor ici à Genève, Eddy. Bonjour. Bonjour. Alors,
Le cross indoor, c'est un peu ta spécialité déjà. Ça n'existe pas depuis très longtemps, mais on t'a vu gagner à Bordeaux en février. Et là, tu gagnes ici avec Nankin. C'est un cheval qui est fait pour ça? Je pense qu'il est fait pour ça. Avant Bordeaux, je me disais bien que s'il y avait des épreuves comme ça, il serait fait pour ça. À Bordeaux, il a démontré. Et là, il recommence. Alors, il a très bien couru. Maintenant, qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas avec cette formule-là, c'était vraiment un petit coup de chance. Voilà, donc, mais c'est très bien. Alors, ici, c'était un temps idéal. Donc, c'est aussi quelque chose de nouveau. On discute beaucoup à propos du barème à adopter sur ce cross indoor. Tu es parti en début d'épreuve. Tu n'as pas laissé beaucoup de chance aux autres de remporter l'épreuve finalement avec 30 centièmes entre ton temps et le temps idéal. Comment est-ce qu'on fait pour savoir où on en est exactement? C'était prévu tout ça ou pas? Non, ça ne peut pas être prévu. En partant numéro 3, j'ai eu la chance d'avoir Eric Michanel qui est passé en numéro 1 et qui a fait un temps à 1 seconde près. Ouais. Donc j'ai réussi à voir, et avec ma femme, à voir à peu près, j'avais un temps intermédiaire où j'avais 2 secondes d'avance sur Eric à ce temps intermédiaire, donc je savais que, voilà. Et juste avant le dernier gué, la dernière ligne droite, j'ai regardé mon chrono mais sans avoir de repère, en me disant bon bah la ligne est là-bas, qu'est-ce qu'il me reste? Et je me suis dit ça, je suis dans le coup mais où c'est juste. Donc j'ai accéléré sur la fin, j'ai passé la ligne, mais moi j'étais pas capable de vous dire si j'étais en 116, 117, 118 ou 119 secondes. Ça c'est vraiment la chance. Très bien. Alors ici cette piste est la plus grande en indoor, c'est plus grand qu'à Bordeaux par exemple où tu avais déjà couru. Comment est-ce qu'on arrive à avoir un train de cross, mais j'imagine qu'on n'a pas le train de cross d'extérieur quand même? Non, on n'a pas le train de cross d'extérieur. On va dire qu'on a plus le train des barres MC et des chasses pour le CSO. Donc on a ce train-là. Et après, il faut des chevaux quand même très maniables et pas très peureux. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'ambiance et beaucoup de bruit. On est là pour ça, on est là pour mettre l'ambiance aussi, donc le public y répond. Mais c'est vrai qu'il faut avoir un partenaire qui répond aussi. Ces cross indoor n'existent pas partout. On en voit un peu à Stuttgart, on en voit donc à Bordeaux, on en voit maintenant ici. Apparemment la formule a l'air d'avoir bien pris ici, on devrait le revoir. Est-ce que c'est une formule qu'il faudrait développer de plus en plus? Est-ce que ça vous fait du bien à vous de sortir l'hiver? Parce qu'évidemment l'hiver vous êtes un peu plus au repos que les autres. À nous faire du bien de sortir, je sais pas, je pense pas forcément. Par contre, je pense que ça fait du bien à l'image de notre sport. Pourquoi? Parce qu'on est médiatisé. Voilà. Moi, j'ai jamais reçu autant de textos que quand j'ai gagné Bordeaux, autant de félicitations de personnes, alors que j'ai couru 3 fois Burghley, je suis sans faute Maxi Volé, et ça passe un peu inaperçu. Et donc ça, pour nos partenaires, c'est la période un peu creuse. Ah oui. Tous les partenaires qui nous suivent pendant l'année, moi je vois, j'ai coursier.fr qui me suit, voilà. Ben là il était content de voir, on a le droit de monter, il n'y avait pas le dossard qui cachait le logo, enfin plein de choses comme ça qui font que pour les partenaires c'est vraiment intéressant. On discute beaucoup de cette nouvelle formule, même à la Fédération internationale. À ton avis, toi qui as fait un peu les deux, puisqu'à Bordeaux c'était celui qui allait le plus vite, ici c'est le temps idéal, qu'est-ce qui est le mieux après avoir couru les deux? Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui est le mieux, mais je pense que la formule d'hier, on s'en rapproche. Là, ici, les obstacles étaient un peu plus imposants, un peu plus techniques, il y avait plus de place, voilà. Donc, moi, personnellement, je pense qu'on se rapproche un petit peu plus là de la formule idéale. On voit qu'il y a des barres qui tombent. Là, on n'est pas sur le parcours de cross. Est-ce que ce cross indoor, on peut vraiment parler d'une épreuve de cross? Est-ce qu'on peut l'appeler comme ça? Ou est-ce que ça dénature un peu? C'est aussi la question. C'est-à-dire, à Bordeaux, on avait des obstacles de CSO et des obstacles de cross. Ici, il n'y avait aucun obstacle de CSO. Par contre, il y avait 3 obstacles de cross avec une barre au-dessus. Ça, entre nous, on en discute. On trouve peut-être que les chevaux de cross, ils sont habitués à toucher. Oui, ils peuvent brosser, ils peuvent toucher. Et là, on les pénalise, entre guillemets, alors qu'on leur apprend à faire ça d'habitude, entre guillemets. C'est là où, moi, je me demande si j'ai un cheval qui est très respectueux, qui saute très bien. Entre Bordeaux et ici, il n'a pas fait une barre, donc je ne vais pas vous dire, voilà. Mais dans la réflexion de paddock, on se dit que peut-être que ça, il y a encore, voilà, je pense que la formule, elle est vraiment en train de se chercher, d'affiner les réglages, mais je pense que là, on n'en était pas loin. Merci beaucoup, Eddy, bravo encore pour cette victoire hier ici avec Nankin, et puis on se revoit à Bordeaux.
Oui, j'espère bien. Bon, peut-être pour un triplé, en tout cas des distances. Merci encore. Nous, on enchaîne avec d'autres disciplines, puisqu'il y avait aussi ici de l'attelage, avec une étape Coupe du Monde et un Français au départ, Benjamin Ayot. Avec 2 nouveaux chevaux de volée, des trotteurs avec du sang américain qui faisaient ici leur première compétition, Benjamin Ayot prenait le risque de ne pas jouer les places d'honneur ici. Résultat, il termine 8e et dernier de cette étape Coupe du Monde, mais loin de lui le dépit et le fait de ne regarder que le classement. Je suis très satisfait de ce que on fait aujourd'hui. On a eu hier un peu plus délicat, le premier jour était intéressant. Les chevaux sont très impressionnés un peu partout, ce qui est légitime là. Et donc ça fait qu'il y a plein de fautes de trajectoire, on ne peut pas ouvrir les doigts encore comme il faudrait. Mais on prépare un team d'indoor pour être performant. Oui. Là on a été invité en wildcard parce qu'on avait fait des résultats, toute l'année. Voilà, donc c'est le début du process et puis voilà, on le prend comme ça. Mais on va venir en outdoor, en indoor, on va tout faire comme il faut. Et en attendant de voir le Français arriver, la victoire revenait encore une fois ici à l'Australien Boyd Exel pour la 6e fois consécutive devant le Suisse Jérôme Wouta et l'Allemand Christoph Sandmann. Et place maintenant à la toute dernière épreuve de ce CHI Genevois, le Grand Prix Rolex. Tous les meilleurs cavaliers du monde sont présents. Steve Gerda conservera-t-il son titre? Regardez. Vendredi soir, le numéro 1 mondial remportait sa première finale du top 10 et il disait ça. J'aimerais vraiment que ça se passe bien dimanche. Un rêve qui a été exaucé dimanche après-midi. Après un premier tour technique où le temps avait son importance, 13 barragistes se sont disputés la victoire au chronomètre et parmi eux, presque que des stars et un outsider qui avait le public avec lui, le Suisse Alain Youffer. Sur un incroyable Vivo M, il signe un double sans faute et termine 6e derrière un duo de Français, Pénélope Le Prévost 5e sur Vagabond de la Pomme et Kevin Stott 4e sur Rêveur de Hurtebise HDC. Pas assez rapide pour monter sur le podium. Car devant eux, Rolf Göran Bengtsson avait enlevé quelques foulées sur Casalask pour finir en 36 secondes 55. Mais le Suédois sera donc battu de près d'1 seconde par le couple le plus en forme du week-end. Scott Brash et Elo Sanctos passent en effet la ligne en 35 secondes 69, soit 25 centièmes seulement devant celui qui viendra prendre la 2e place, le Français Roger-Yves Bost, sur coup de cœur de la loge. Je perds un peu dans toutes mes courbes, à gauche au début, après le 1 et après le Auxerre jaune. Ils sautaient tellement haut que le temps de me remettre, mais il finit super, il était magnifique encore une fois, c'est bien. Après sa victoire à Lyon, Bosti enchaîne donc les bons résultats avec ce fils d'idéal de la loge. Mais cette fois-ci, c'est l'Écossais qui inscrit son nom au palmarès du Grand Prix Rolex et qui espère être aussi performant à Aix-la-Chapelle l'été prochain. Et c'est la fin de cette émission ici à Genève, mais avant de vous quitter, je voudrais adresser toutes les pensées de l'équipe de l'émission à Atina Onassis Miranda, la cavalière grecque qui a perdu sa jument Camille. Camille qui a été euthanasiée ici après une lourde chute lors du premier jour de compétition. Une autre info que l'on a eue ce dimanche, c'est l'élection d'Ingmar De Vos à la présidence de la Fédération équestre internationale. L'ancien secrétaire général de cette fédération remplace donc la princesse Aya. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tour d'honneur et ce sera le dernier Tour d'honneur de l'année, une émission un peu spéciale. J'espère que vous serez là. Ciao à tous.